Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci de l'invitation à participer à ce webinaire. Et puis merci pour la transition sur le caractère ordinaire qui me permet aussi de prendre la parole à la suite de mes collègues qui vous ont parlé du Danube et du Rhône, puisqu'en fait, je vais vous parler de cours d'eau légèrement plus petits, même si je vais tenter de frimer un petit peu avec l'opération Célune, puisque c'est elle est réputée l'une des plus importantes d'Europe. Et donc, je vais vous parler effectivement avec un regard de géographe, de géographie sociale de l'environnement, de restauration écologique. Alors, évidemment, l'affirmation des principes de restauration écologique dessine un changement important de paradigme dans la gestion des cours d'eau qui ne vont pas sans poser des questions relativement nouvelles. Puisqu'en fait, qui dit restauration écologique amène des questions autour des états de référence, autour du type de nature que l'on souhaite. Et donc, on assiste à un certain nombre de résistances et de blocages, aussi bien au niveau national, et j'en parlerai pas dans cette présentation, mais peut-être pour les collègues d'autres pays, ça peut être un point intéressant. Puisqu'en fait, la restauration, notamment de la continuité écologique sur laquelle je vais insister, est inscrite dans la réglementation, et puis également des blocages au niveau local. Et c'est plutôt là-dessus que je vais m'appuyer. Je m'excuse par avance, je n'aurai pas forcément le temps de rentrer dans le détail des cas d'études. J'ai plutôt essayé de dégager des idées en appuyant sur des travaux menés dans plusieurs programmes. Je vous ai mis une petite carte. Alors, je vais essayer de trouver le pointeur qui est ici. Voilà, je vous ai mis une carte ici. En fait, je vais m'appuyer effectivement sur le programme Célune, dont je vous ai remis une carte ici. Vous voyez qu'on est sur un cours d'eau qui jette dans la baie du Mont-Saint-Michel, avec deux grands barrages hydroélectriques qui font 36 et 16 mètres de haut, dont le premier, le plus grand, a été démoli il y a quelques mois. Et le second va suivre. Et puis, je m'appuierai également sur des programmes comme Consacre sur la Seine et ses affluents, et puis Paris Stream sur les rivières urbaines, pour vous parler en fait d'un type de restauration particulier qui est en fait la restauration de la continuité longitudinale, puisqu'en fait il s'agit à la fois de l'opération la plus emblématique mais également la plus conflictuelle. Et donc, ce qui m'intéresse ici, c'est d'essayer de voir comment ces opérations, elles constituent parfois des contraintes, mais aussi possiblement des moteurs pour la construction de nouveaux projets de territoire. Alors, en fait, je vais placer ma présentation sur le fait que la restauration, elle a lieu finalement dans des territoires hydrosociaux. C'est-à-dire qu'en fait, les rivières, on ne peut pas les considérer strictement et uniquement comme des objets naturalistes, et que la restauration, on ne peut pas la considérer uniquement comme une action, un acte technique ou bien écologique ou piscicole, dans la mesure où elle va avoir tout un tas d'autres effets, conséquences, en particulier sur la transformation et même la création de lieux. Donc ça me semble devoir nous encourager à prendre en compte la pluralité territoriale, c'est-à-dire les différents regards, les différentes valeurs qui sont rapportées aux rivières et à la nature. Donc ça encourage finalement à se pencher sur l'ensemble des composantes des collectifs et également leur interaction. Et donc, finalement, mon propos il va être guidé par deux questions qui sont comment, finalement, on peut mieux articuler peut-être les projets écologiques avec les projets de territoire. Et puis, il y a une question sous-jacente qui est celle de la place des habitants et des usagers dans la construction, dans l'élaboration de ces projets. Alors, je vais organiser mon propos en 3 temps. Je vais revenir d'abord sur la dimension sensible de la restauration écologique. Ensuite, je viendrai sur la question de l'accompagnement, la manière dont cette action publique est accompagnée en France, toujours. Et puis, dans un 3e temps, j'aborderai des éléments de politique autour de la construction de ces projets. Alors,
Le premier point, autour de la dimension sensible, il part d'un constat qui peut paraître évident, mais qui en fait est assez souvent aussi relativement négligé, qui est le fait que la restauration écologique, elle va reconfigurer les paysages de la rivière, que ce soit en abaissant la ligne d'eau, que ce soit en supprimant les retenues à l'amont des barrages, en réouvrant des portions de rivières qui étaient enterrées, ou en mettant en œuvre un certain nombre d'actions à l'échelle de la plaine alluviale qui peuvent être relativement variées. Donc, partant de là, ces transformations, elles vont aussi se heurter aux représentations multiples que les uns et les autres se font de la nature. Et pour ça, je vais prendre l'exemple de la Sélune. Vous avez ici la carte avec les deux lacs, les deux retenues artificielles qui sont en fait des artefacts, mais des artefacts complètement appropriés par les habitants, par les usagers, qui y ont construit des lieux de villégiature populaire que sont des cabanons, des pontons de pêche. Et vous voyez qu'en fait, ces lieux, ils dessinent assez bien, ils témoignent assez bien de l'intérêt que ces populations qui viennent de petites villes du nord-ouest de la France trouvent dans ce lieu qui constituait un refuge, un lieu où ils aimaient à venir se reposer le week-end. Donc, il y a un regard il peut y avoir des regards très différents sur ces mêmes objets qui sont vus de manière très artificielle par les uns et au contraire appropriés comme des espaces de nature par les autres. Donc là, on est sur le lac qui a disparu en 2018-2019. Si je continue, toujours sur l'exemple de la Sélune, on va voir que cette question des représentations de la nature, elle est toujours d'actualité au moment où les collectivités sont en train, ou en tout cas l'État demande aux collectivités de plancher sur un projet de reconversion. On voit que ici, il y a une crainte, une question très forte autour de la végétation, puisqu'en fait, à la place de ce lac, aujourd'hui, il n'y a donc pour l'instant rien. Si ce n'est une végétation qui est en train de commencer à s'installer et qui suscite une peur importante chez une partie des riverains et des populations qui voient en fait la friche comme un véritable problème qui va même déclencher en fait des velléités d'organisation de chantiers de nettoyage, de chantiers de balisage pour prendre en main ce paysage, cette nature que l'on veut quand même maîtriser et relativement entretenue. Alors que dans le même moment, les promoteurs de l'effacement de ces barrages, notamment face à l'absence de projet local, commencent à réfléchir à une stratégie de réensauvagement, de rewilding, dont on voit bien qu'elle dessine des formes de nature très différentes, si ce n'est totalement contradictoires. Au-delà de ça, si on poursuit, évidemment, derrière ces paysages, c'est aussi un attachement très fort au lieu qui se dessine. Là, je vous ai mis quelques illustrations de la Sélune que je ne vais pas forcément commenter plus en détail. Vous voyez que, évidemment, c'est là qui constituait également un cadre de vie, un décor pour un certain nombre d'activités sociales auxquelles les populations étaient attachées. Mais on pourrait faire en fait le même constat pour des cours d'eau plus petits, plus modestes. On en a parlé déjà précédemment sur le Danube et le Rhône, mais en fait, on retrouve exactement la même chose dans d'autres proportions sur de plus petits cours d'eau, comme on l'a fait ici sur l'Eure. Et finalement, tout ça renvoie à cette notion de connectivité sociale proposée par Condolphe et Pinto, qui nous invite à considérer, au même titre que les autres dimensions de l'hydrosystème, de connectivité longitudinale, latérale ou encore verticale, cette relation qui existe ou qui peut exister entre les populations et leurs rivières par le biais de tout un tas d'usages. Donc, il y a un sentiment d'attachement qui s'opère vis-à-vis de la rivière. Et donc, finalement, une fois qu'on a dit ça, ça nous invite à reconsidérer, d'une certaine manière, le champ des acteurs, le champ des parties prenantes, sachant qu'en fait, quand on parle des petits cours d'eau, ce qui est mon objet d'étude principal,
eh bien, évidemment, les acteurs auxquels les acteurs qu'on va voir convier autour de la table sont en général les propriétaires riverains, tout simplement parce que ce sont eux qui sont propriétaires des berges et d'une partie du lit de la rivière, donc on ne peut pas faire sans eux. Mais en réalité, il y a aussi d'autres acteurs qui peuvent rentrer en jeu, que sont les usagers. Mais au-delà de ça, on peut penser qu'il y aurait un intérêt à élargir ce cercle des parties prenantes pour intégrer non pas simplement les acteurs concernés, mais également ceux qui sont susceptibles d'être intéressés, c'est-à-dire des associations, par exemple, ou des collectifs d'habitants qui n'ont pas d'impact direct dans l'opération, mais qui peuvent y trouver un intérêt et qui peut-être peuvent se constituer comme un relais dans l'élaboration de ces projets. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de représenter ici dans un travail que l'on a mené de comparaison entre deux processus de construction de projets de démantèlement de barrages, le premier sur l'Orne et le second sur la Musconetong dans le New Jersey, aux États-Unis, où en fait, au fur et à mesure de la construction des projets, des études, mais également des réunions publiques, eh bien, on a vu un certain nombre de nouveaux acteurs apparaître sur la scène et l'intégration de ces acteurs dans une arène ouverte a permis finalement progressivement d'enrichir un projet qui, au départ, aurait pu être, c'est des projets tout à fait modestes, mais qui auraient pu rester des projets simplement techniques ou écologiques ou encore piscicoles, puisque là, dans les deux cas, il y a un enjeu piscicole, et qui sont devenus des projets qui se marient mieux avec les enjeux de territoire. Je vous mets un exemple qui est autre, qui est celui ici du démantèlement d'un ouvrage sur une petite rivière qui s'appelle le Beuvron, où finalement la participation des élus à ce projet-là a permis finalement de travailler aussi sur l'amélioration du cadre de vie, puisque le seuil qui a été supprimé appartenait à des usines. Donc, on a réhabilité les friches industrielles dans un travail également de valorisation de la mémoire locale. Donc, on voit bien que dans ce cas-là, quand il y a une rencontre qui s'opère entre la sphère écologique et la sphère territoriale ou même politique, eh bien, on a un enrôlement, un concernement qui se fait, qui dépasse les enjeux premiers. Alors, le deuxième point que je voulais aborder, c'est la manière dont ces projets sont accompagnés. Et là, on peut reprendre l'exemple de la Célune de nouveau, puisqu'il est assez éloquent. On peut s'attendre à ce que cette action publique, en particulier quand elle se veut exemplaire, soit accompagnée d'un certain effort d'information. Force est de constater sur la Cellune que cette information, elle a fait cruellement défaut. Alors, il y a eu quelques bulletins d'information distribués dans des boîtes aux lettres des riverains, des panneaux installés sur le terrain relativement tardivement, mais c'est assez peu au regard de l'ampleur de l'opération. Et par ailleurs, c'est des informations qui sont très centrées sur des aspects techniques, comme vous le devinez peut-être sur les images. Le corollaire de cela, c'est que lorsque l'on interroge les riverains, et c'est ce qu'a fait Ludovic Drapier dans le cadre de sa thèse, on se rend compte que non seulement ils sont insatisfaits de la manière dont ils ont été informés, mais surtout, ils n'ont pas de connaissances très fines, c'est un euphémisme, des tenants et aboutissants de cette opération, ce qui, évidemment, constitue un premier obstacle dans l'appropriation de ce projet pour lequel ils n'ont finalement reçu aucune information. Et puis, d'un point de vue de la dynamique, évidemment, cette absence, elle a aussi laissé place à le champ libre, finalement, aux opposants qui, eux, ont pu occuper la scène locale. Alors, je vais quitter l'exemple de la Cellune pour revenir sur des cours d'eau plus ordinaires, ou plutôt des opérations plus ordinaires. Et ici, je m'appuie sur des travaux qu'on a menés dans le cadre du programme Consacre, où on s'est intéressé sur la Seine et des affluents de la partie aval du fleuve, comme l'Eure et la Rille, à regarder comment les maîtres d'ouvrage informer les populations au sens large à l'occasion d'un projet de restauration de la continuité écologique. Le premier constat
auxquelles on aboutit, c'est d'abord que dans la plupart des cas, hein, dans un nombre important de cas, il n'y a pas forcément d'effort de médiation. Et on a trouvé 135 documents. Et ensuite, quand on regarde ces quelques documents qui existent, hein, ce qu'on a fait ici par des efforts de caractérisation, eh bien, on se rend compte que ces documents, de nouveau, ils sont très centrés sur les aspects techniques, sur les travaux. Et également, on s'est intéressé à voir comment ces documents s'inscrivaient dans l'espace. Hein. C'est quelque chose qui, évidemment, obnubile pas mal les géographes. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, finalement, la continuité écologique, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à saisir pour tout un chacun. Comment cela est explicité ou pas aux populations. Et là, on se rend compte que dans 54% des documents, eh bien, il n'est fait référence à aucune connexion hydrologique. Qu'est-ce que j'entends par connexion hydrologique? Par opposition, hein, vous voyez que dans 22% des cas, on va faire référence au fait que la destruction de l'ouvrage permet de joindre un affluent ou même la Seine ou encore la mer, hein, puisqu'on n'est pas loin de la façade littorale. Mais dans la grande majorité des cas, on n'utilise pas ces référents pour expliciter que le démantèlement de l'ouvrage va permettre de retrouver un linéaire aussi bien pour le transit sédimentaire que pour la circulation des poissons, par exemple. Et puis, de la même manière, quand on regarde les échelles qui sont mobilisées pour parler de restauration longitudinale, on voit que dans la plupart des cas, on va rester sur des échelles qui sont en fait très restreintes. C'est soit l'échelle de l'ouvrage, donc du barrage, du seuil de moulin à démanteler, également une échelle qui est plutôt celle du site hydraulique, hein, puisque souvent ces moulins, ils ne sont pas seuls, il y a souvent un seuil, un pannage, une dérivation, etc. Donc c'est plutôt un complexe d'ouvrages. Mais vous voyez que ça reste quand même une échelle assez restreinte et assez peu souvent, on va faire l'effort d'une mise en perspective à l'échelle d'un linéaire plus important, voire du bassin versant. Alors ça peut s'expliquer par tout un tas de choses, la fragmentation des syndicats, etc. Mais ça me semble un élément assez révélateur d'une réduction assez technique finalement de ce que sont les ouvrages, dont est assez symptomatique le référentiel des obstacles à l'écoulement. Donc vous avez une image ici à droite qui est en fait un travail colossal d'inventaire des obstacles sur l'ensemble du territoire français, mais qui finalement est un outil qui, mal utilisé, va rendre très difficile le fait de réancrer finalement ces ouvrages dans leur contexte, dans leur trajectoire historique et du coup qui se positionnent vraiment en décalage par rapport aux valeurs que peuvent leur associer les différentes populations. On pourrait faire la même remarque sur les vocables introduits par la DCE, comme par exemple la notion de masse d'eau, qui remplace allègrement le terme de rivière qui pourtant faisait malgré tout relativement science. Et donc ça peut nous inviter à réfléchir finalement à la manière dont sont élaborés ces projets de restauration écologique, parce que finalement, à trop expertiser, à trop technocratiser, techniciser les projets, bien on prend le risque de construire des lieux uniquement par la science, en perdant finalement tout ce qui fait finalement peut-être leur intérêt et la qualité de la relation que l'on a à ces espaces et à ces environnements. Alors j'en viens à mon troisième point qui est… Marianne, il te reste 2 minutes. Oui, je me dépêche. Le troisième point sur la mise en place politique. Le premier point, c'est la question de hiérarchiser les enjeux, puisqu'en fait, les choses sont en réalité souvent plus complexes. On le voit ici sur la cellule avec les différents autres enjeux, inondations, pollution, etc., qui existent. Et ça aussi, ça nous invite plutôt à mettre en avant la complexité. Et là, la science a un rôle à jouer en assumant cette complexité de manière à jouer un rôle d'émancipation et non pas de domination.
prends rapidement l'exemple de la cellule, du saumon, pardon, sur la cellule qui illustre assez bien ça. Évidemment, le saumon, en tant qu'espèce emblématique, charismatique, il est assez tentant de le mettre en avant. Sauf qu'ici, en fait, on se rend compte que contrairement à un certain nombre d'opérations qu'on pourrait citer en Amérique du Nord, où il y a une vraie relation au saumon et notamment avec les populations amérindiennes, ici, ce lien, il n'opère pas de la même manière et donc on se retrouve avec une espèce mise en avant au détriment de nouveau de cette biodiversité ordinaire. Puis je vais juste terminer avec, je vais passer ce graphique qui avait juste pour vocation surtout de montrer cet enjeu. Si j'en retiens un, il me semble que c'est celui-là, c'est la nécessité de repolitiser finalement la restauration écologique, qui me semble la manière de faire en sorte qu'elle soit bien articulée avec les projets de territoire et mieux intégrés. Et finalement, en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que ces projets de restauration écologique, ils nous posent en fait un certain nombre de questions assez contemporaines sur les éthiques relationnelles, sur le rapport à l'ordinaire, mais évidemment aussi sur notre capacité ou pas à dépasser la séparation nature-culture, à la fois en replaçant la restauration écologique dans un projet politique, en élargissant la sphère des parties prenantes, en améliorant l'éducation à l'environnement, et puis en accompagnant en temps et en formation les métiers des techniciens qui sont au cœur de la mise en œuvre de ces projets et dont le métier évolue de plus en plus vers un rôle de facilitateur, de médiateur. Voilà, je prie de m'excuser pour le rythme peut-être un peu soutenu et le dépassement du temps et je vous remercie de votre attention.